Merci Geoffroy. Merci Geoffroy, et c'est très émouvant d'entendre tout ça. C'est vrai que j'ai participé beaucoup, mais il a oublié de dire, évidemment, il ne faut pas se citer, que beaucoup de choses qui ont été faites sur le programme des Français de l'étranger, il a un petit peu sous-entendu, mais j'ai quand même insisté, il était quand même très présent. Hein. C'est un super leader et il a tout très bien organisé, et les compétences de chacun pour que le mouvement puisse être ici très efficace et avancer vraiment de façon remarquable. Et se constituer avec un groupe très impressionnant. Notre groupe WhatsApp, on était une vingtaine peut-être au départ, et maintenant on est, d'indépendance, 126, je crois. Voilà. Et donc beaucoup de personnes dans le groupe WhatsApp. Du coup, on a subdivisé les groupes WhatsApp en autant de pôles de compétences pour réussir à animer tout ça, parce qu'un seul groupe, ça suffisait plus. Donc vraiment épatant. Merci encore, Geoffroy. Alors moi, je vous ai préparé un petit laïus pour me présenter, parce que bon, certains d'entre vous me connaissent, mais pas tout le monde. Et je pensais utile de pouvoir rappeler un petit peu mon parcours et pourquoi j'arrive là devant vous aujourd'hui, parce que très honnêtement, c'était pas prévu comme ça, c'était pas inscrit dans les livres comme ça du tout. Du tout. Donc je voudrais déjà vous remercier tous très chaleureusement d'être présents ici ce soir. Et donc Geoffroy l'a rappelé, vous avez rempli la salle en quelques heures. Il y a donc beaucoup de déçus qui n'ont pas pu venir. Et je ne sais pas encore comment je vais faire pour pouvoir les rencontrer tous, les déçus. On va faire au mieux. Parce que la campagne, c'est 2 semaines. Et si certains s'en étonnent, on n'a pas pu démarrer plus tôt pour des contraintes légales, imposées, de financement notamment. Je n'ai pas le droit de payer quoi que ce soit. Et quand je voyage, là je pars demain matin pour Pékin, il faut que quelqu'un de l'autre côté à Pékin puisse avancer les frais de tout ce que je dois payer. Et ensuite, j'ai un mandataire financier en France qui lui rembourse tout. Donc tout ça nécessite des transferts de fonds. Donc moi j'ai envoyé des fonds en France sur le compte de mon mandataire financier qui lui renvoie de l'autre côté sur présentation de factures dans les différents pays visités. Vous voyez un petit peu la complexité. Ça plus le délai d'attente des visas, on ne pouvait pas commencer la campagne avant. C'était absolument impossible. Donc on fait notre possible pour aller au plus vite. Donc on essaiera de faire en 2 semaines ce que d'autres ont fait sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Mais on y arrivera. Je suis très optimiste parce qu'on a vraiment des comités en marche extraordinaires partout, et vous en avez déjà l'exemple ici à Singapour. Alors en tout cas, votre présence ici montre tout l'intérêt, toute la curiosité que vous portez à ce tournant majeur que représentait pour notre pays l'élection d'Emmanuel Macron. À vrai dire, on peut tous le dire, quel changement pour la France, quel changement pour tous les Français, quel changement pour vous, ça j'en suis convaincue, et puis alors quel changement pour moi, qui est l'honneur ce soir de représenter la République en marche pour ces élections législatives. Et je voudrais tout de suite vous rappeler à tous que le premier tour, c'est dans 14 jours, c'est le 4 juin. Si vous entendez sur les médias français que c'est le 11, c'est vrai pour la métropole, c'est pas vrai pour nous. Nous, on a droit à 1 semaine de plus, parce qu'ils ont quand même réalisé que faire campagne dans des circonscriptions comme les nôtres, entre 2 tours, ça peut absolument pas se faire en 1 semaine. On avait quand même besoin de 2 semaines, et encore, on va se débrouiller. Donc 4 juin, vous n'oubliez pas 4 juin, notez bien dans vos agendas, c'est dans 2 semaines. Et donc qui aurait dit il y a un an que Emmanuel Macron serait notre président. Juste pour vous remettre en mémoire, il y a 1 an, il était encore ministre, et le porte-parole du gouvernement de l'époque avait qualifié de canular la rumeur de sa candidature. Il ne s'agissait même pas de présidence. Et il est président aujourd'hui. Donc c'est dire le chemin parcouru, l'audace qui a été exprimée par de nombreux Français qui ont fait le choix donc, de cette France ouverte sur le monde et qui a décidé de tourner résolument le dos à toute forme de division. Il y en aura encore, mais en tout cas les choses bougent clairement aujourd'hui. Alors il y a une petite, pardonnez-moi, je vais réussir avec mes feuilles. Voilà. Donc aujourd'hui, le message que nous a passé Emmanuel Macron quand je suis allée à la formation des candidats la semaine dernière, c'est clairement de nous rassembler et de pouvoir lui donner une majorité très forte à l'Assemblée nationale. Et tout ça, ça nous oblige finalement à être acteurs d'une révolution bienveillante. Et vous avez entendu ce mot bienveillance qui est très présent, c'est une marque de fabrique de la République en marche. Mais avant de poursuivre, je voudrais quand même faire une remarque par rapport à cette bienveillance et clarifier un point qui me semble assez important. On est très bienveillant, c'est vrai, et on tient à l'être. Et d'ailleurs, nous avons reçu des consignes en ce sens. Il n'y aura pas d'attaque contre les autres candidats. Ce n'est pas notre façon de faire. On va prouver ce que nous sommes, donner envie sur notre programme, sur nos projets, mais pas attaquer les autres. Ce n'est pas notre façon de faire. Pour autant, la bienveillance, elle ne veut pas dire non plus naïveté. Et la bienveillance, c'est bien, mais ce n'est pas au point de nommer plusieurs candidats sur une même circonscription. Donc qu'on soit très clair,
La République en marche, c'est moi. La majorité parlementaire, c'est moi. Donc, si vous avez eu des mails un petit peu source de confusion, je rectifie. La République en marche, je le répète, c'est moi. Voilà. Donc, je vais un petit peu maintenant passer aux présentations. Pardon pour ceux qui me connaissent déjà, je en a dit quelques mots. Donc, je suis à Singapour depuis 2005. Et auparavant, j'avais séjourné aussi à peu près 2 ans aux États-Unis pendant mes études, à ce moment-là. Je suis originaire de Paris, mais depuis 2 ans, on a commencé à poser nos valises dans le département rural du Lot pour essayer d'y installer quelques racines pour la famille, puisqu'on a 4 enfants et qui sont dispersés un petit peu partout. Il faut bien de temps en temps essayer de se retrouver quelque part. Singapour, ça reste un petit peu loin, surtout pour des budgets de jeunes professionnels. Donc, comme je le disais, marié, 4 garçons. Ce sont des garçons que j'ai et qui ont tous quitté le nid familial. Donc, nous sommes libres comme l'air, jeunes mariés, comme dirait mon époux. De formation, je suis médecin généraliste. J'ai débuté ma carrière volontairement, c'était mon choix, de population plutôt fragile. C'était la population avec laquelle je préférais exercer. À la fois en exercice libéral, dans un centre de santé Croix-Rouge, en banlieue parisienne, dans un centre de protection maternelle et infantile, et je travaillais donc étroitement avec le département des Hauts-de-Seine à l'époque. Et par la suite, j'ai passé, parce qu'en même temps, un diplôme de journalisme médical, parce que j'aimais beaucoup écrire, et ce diplôme m'a permis d'orienter ma carrière vers quelque chose de tout à fait différent, et je suis rentrée dans le monde de la communication santé et de la publicité médicale. Ça peut vous paraître étonnant, mais vous allez voir un petit peu, il y a de la cohérence dans tout ça. À Singapour, en y arrivant, interdiction d'exercer, parce que le diplôme de médecin n'est pas reconnu ici. Ça, c'est un sujet sur lequel j'aimerais beaucoup travailler. La reconnaissance des diplômes, il n'y a pas que les médecins qui sont concernés, loin de là. Et à ce moment-là, j'ai orienté ma carrière. Je suis partie dans un grand groupe d'assistance comme consultant en gestion de crise sanitaire dans les entreprises, parce que j'avais une compétence particulière sur un médicament antigrippal à l'époque. J'avais travaillé avec un laboratoire pharmaceutique et du coup, il se trouvait que j'étais à la fois expérimentée en communication santé, connaissance laboratoire pharmaceutique, ce produit, et hop, je cochais toutes les cases et j'ai fait ce boulot pendant 2 ans, qui m'a pas beaucoup plu. Là, je retrouvais pas trop mes valeurs, c'était pas trop mon truc. Il est bien ce groupe, hein, mais c'était pas moi. Et donc, je l'ai quitté et en 2009, j'ai monté ma propre société de conseil et je me suis tournée vers l'interculturalité avec les employés de maison parce que j'avais bien noté que c'était assez compliqué ici, des situations souvent précaires, et je me suis dit, il faut arrêter de juger. Les gens localement ont leur façon de faire, il y a certainement une histoire, une raison, je les excuse pas, mais je veux arrêter de les juger, je veux comprendre. Donc j'ai décidé de me tourner vers cette communauté-là. Je suis intervenue comme médecin bénévole dans un foyer qui héberge des travailleurs migrants et des employés de maison. Et puis ensuite, j'ai monté cette société de conseil en recrutement. Et là, j'ai commencé à monter des formations, notamment en santé, puisque c'est quand même mon cœur de métier. Et j'ai fait des formations aux urgences pédiatriques du quotidien. Et puis là-dessus, les employeurs qui m'envoyaient leurs employés de maison m'ont dit « Mais nous aussi, ça nous intéresse, est-ce que tu pourras en faire pour nous ?» Et j'ai démarré aussi pour les employeurs. Et voilà comment j'ai monté cette structure. Et j'ai créé des formations de toutes pièces. Je ne suis pas du tout dans ce que fait la Croix-Rouge en secourisme, c'est absolument pas ça. Je parle du quotidien. Et l'objectif, in fine, c'est vraiment d'améliorer l'accès au réseau de santé, c'est-à-dire d'utiliser mieux les hôpitaux, les médecins, les maisons de santé, le SAMU, les urgences, etc. Et donc, mon concept, qui est complètement original, c'est un concept qui est déclinable, qui est très utilisable ailleurs et dont j'aimerais beaucoup pouvoir le développer ailleurs. Mais là, il va falloir que je trouve des journées de 48 heures. Ça va être un petit peu compliqué. Donc, je crois que je vais laisser tomber ce projet, temporairement en tout cas. En parallèle de tout ça, j'ai toujours eu des engagements citoyens. Donc, je le disais comme médecin bénévole, je ne vais pas faire la liste de toutes les associations parce que bon, voilà, il y en aurait trop. Mais j'ai fait aussi ici à Singapour, parce que j'aime bien ça, des groupes de soutien, d'entraide. Peut-être que certaines d'entre vous y ont participé, avec des parents dont les enfants sont partis déjà faire leurs études ailleurs, avec des femmes qui étaient plus en difficulté, en souffrance, dans des blogs, dans des groupes donc francophones ou anglophones. Et puis j'ai également un blog, Singapour Santé, où je donne beaucoup de conseils en santé. Ça, c'est mon côté un peu Jeanne d'Arc. Quand je voyais passer des conseils complètement farfelus en santé, je me disais, c'est pas possible qu'il n'y ait pas des médecins qui répondent pour corriger le tir. Donc j'ai fini par m'y mettre, et puis je regrette beaucoup que d'autres confrères ne le fassent pas. Les médecins ont l'impression, certains médecins, un petit peu de mal avec le numérique. C'est un peu dommage, et les réseaux sociaux. Alors le fil conducteur de tout ce parcours, mais il y en a un. Le fil conducteur, en fait, c'est que j'ai vraiment une passion
pour la transmission des connaissances, pour l'écoute et pour l'entraide. C'est ça qui me fait avancer, qui me fait bouger. Politiquement, je ne me suis jamais engagée. Je n'ai jamais trouvé une chaussure à mon pied, quelque chose qui me plaise dans un quelconque parti politique. La politique faisait partie de nos discussions familiales, on aime beaucoup ça, mais s'engager, jamais. Moi, il aurait fallu que je m'engage en reniant la moitié de mes valeurs, donc ce n'était pas possible. Je suis une fille très entière, c'est tout ou rien. Du coup, entrer en politique, finalement, c'est trouvé être le prolongement naturel de tout ce que j'ai fait. Parce que la politique telle que je l'envisage en tant que députée, c'est une forme de service à la communauté. C'est exactement ce que je faisais comme médecin, c'est ce que je faisais comme bénévole, c'est ce que je faisais dans les groupes d'entraide ici. Ce service qui est là, pour lequel il faut beaucoup écouter, comprendre et convaincre. Et ça, je reviendrai à ces 3 mots à la fin. Pour finalement, au bout du compte, pouvoir agir de façon efficace et pragmatique. Si on n'a pas ces 3 composantes, si moi j'ai pas ces 3 composantes, j'arrive pas à avancer. Et finalement, écouter, comprendre, convaincre, eh bien, c'est exactement le projet et la vision d'Emmanuel Macron. Et c'est pour cela que j'ai adhéré dès mai 2016 au mouvement et j'ai intégré le comité de Singapour à peu près à l'été, en septembre, ou quelque chose comme ça. Et là, j'y ai trouvé une démarche originale, dont parlait Geoffroy tout à l'heure, qui, elle, répond vraiment à mes valeurs et à mes espérances. Et cette vision que porte Emmanuel Macron, cette compréhension du monde qu'il a, il a beaucoup de clairvoyance pour demain, il a une méthode, Geoffroy le rappelait, qui est centrée sur le dialogue, la transparence, la fermeté, et tout ça avec une ambition tout à fait bienveillante. Et on a l'impression parfois qu'il est appelé, et tout ça entre vraiment en résonance avec mes convictions profondes. Alors par la suite, pour comprendre un petit peu mon cheminement, en fait ce qui s'est passé, parce que j'avais toujours pas l'idée, j'étais chez En Marche, mais alors l'idée d'être candidate, ça m'a pas du tout effleuré l'esprit avant. Et là, en revanche, il s'est passé quelque chose, peut-être que certaines femmes ici l'ont vu, c'est l'appel d'Emmanuel Macron aux femmes en février, je crois, sur Facebook. Et là, son appel, le déclic. Et là, il avait un appel très touchant, très motivant, et un appel dans lequel il disait « Hé les filles, là, vous arrêtez pas de vous mettre des barrières, là, vous trouvez plein de prétextes, là. Je peux pas faire ci, je peux pas faire ça, j'ai les courses, j'ai réunion de parents, j'ai une réunion ce soir, j'ai un voyage la semaine prochaine, je peux pas. » Et là, je me suis dit, non, mais il a raison, on se met des barrières tout le temps. Et puis à côté de ça, on voit des hommes qui foncent. Il n'y a pas de problème, ils sont candidats, ils ne se posent pas de questions. Je me suis dit, finalement, les barrières, elles sont peut-être chez moi. Donc ça m'a interpellée profondément. Et après, j'étais à Paris en février pour une certification professionnelle. Et là, il y a eu une formation pour les femmes en politique chez En Marche, à Paris. Et je me suis bagarrée pour y aller, parce qu'ils prenaient que les Parisiennes. J'ai dit, il n'y a pas de raison, je suis à 12 000 km, vous me prendrez quand même, parce que je ne reviendrai pas demain matin. Donc ils m'ont prise, et là, j'ai eu beaucoup de chance, moi j'appelle ça de la chance. Il y a 2 personnes qui m'ont repérée. Des gens qui ne me connaissaient pas le matin même, et qui à la fin de la session, de la journée, sont venus me voir en me disant « Anne, tu dois y aller, tu as le profil, c'est toi. » Alors j'ai dit « Bon, alors là, il y a l'appel, il y a eux, maintenant il va quand même falloir faire quelque chose. » Et j'ai déposé ma candidature. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Et puis après, moi j'ai laissé la commission travailler, j'ai tenu au courant les personnes qui m'avaient repérée, et je suis devant vous ce soir. Très très heureuse d'être ici. Mais du coup, cette candidature sur la 11e circonscription, je voudrais quand même préciser aussi quelques points importants et dire quelques mots sur la circonscription. Geoffroy l'a cité tout à l'heure, la plus vaste géographiquement. Je peux vous dire que j'ai eu beaucoup de succès samedi dernier à la formation, parce que tout le monde s'échangeait avec les petites étiquettes. Toi, t'es d'où? Ah, la 3e du Gard, toi, la 2e de je sais pas quoi, de l'Hérault, et moi, la 11e de l'étranger. Ah bon, ils ne connaissent pas l'étranger. C'est quoi la 11e de l'étranger? Oh, bah c'est très loin. Je commençais pas très loin. Ah bon. Puis là, je suis un petit peu vache. Je leur dis, oh, on va de Kiev à Auckland. Alors, en général, personne ne connaît, ni l'un ni l'autre. Ah bon, oh, ça a l'air grand, ça. Oui, oui. Alors, ça va, en fait, de l'Ukraine, en passant par les républiques d'Asie centrale, jusqu'à la Nouvelle-Zélande. Oh, alors là, les yeux, 49 pays. Alors la réponse, c'est, bah, comment tu fais? C'était la réponse immédiate. Ben, je dis, on va faire, on va se débrouiller. Parce que nous, en plus, on ne tracte pas, on ne colle pas d'affiches, on ne va pas sur les marchés. Donc, on va se débrouiller, mais il y a des moyens de le faire et on gagnera. Ça, je vous le garantis. Il n'y a pas de doute. Donc voilà, notre 11e circonscription, un petit peu complexe, mais il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Et puis, la 11e circonscription a massivement porté ses voix sur Emmanuel Macron. Donc, je suis extrêmement confiante. Maintenant, il faut que les gens me connaissent mon nom,
Donc vous pouvez porter la bonne parole déjà à toutes les personnes que vous pouvez connaître dans cette 11e. Maintenant, je voudrais un petit peu dire quelques mots sur ce que j'envisage un petit peu comme députée. Et je voudrais vous dire que je vais me concentrer sur 2 préoccupations. Ne pas oublier une chose, c'est que même si on est élu député de la 11e circonscription, comme le mode de scrutin le fait, nous restons députés de la nation avant tout. Et quand on est à l'Assemblée nationale, on siège dans différentes commissions sur différents sujets qui concernent la nation tout entière. Il n'y a pas une commission 11e circonscription des Français de l'étranger. Peut-être que ça arrivera un jour, mais ce n'est pas comme ça pour le moment. Donc il faut être assez malin pour trouver les moyens de faire parler de nous autrement en n'ayant pas ce dispositif qui nous permettrait de nous mettre en avant. J'ai des petites idées, et notamment nous serons 11 députés des Français de l'étranger, et à mon avis, les 11 seront majorité présidentielle, ou LREM, ou MoDem, c'est quasiment certain. Donc il y a les moyens tout de suite de prendre le taureau par les cornes, de se réunir. J'ai déjà pris des contacts avec mes collègues, puisqu'on s'est tous vus la semaine dernière. Il y a des gars super, des filles super, c'est incroyable. Chez En Marche, on rencontre des gens incroyables. Je vous le dis tout de suite, ils sont brillants, intéressants, motivés, extraordinaires et motivants. Donc, avec ces gens-là, il y a les moyens de faire des groupes de travail, d'avancer, de porter notre voix. Il faut se mettre en avant sur des sujets qui ne concernent peut-être pas les Français de l'étranger, mais pour montrer qu'on est capable de monter des dossiers, pour montrer qu'on est capable de travailler. Et ensuite, hop, on arrive, les 11 que nous sommes, par derrière, en leur disant, là, votre petit alinéa, sous-alinéa, non, qui concerne les Français de l'étranger, vous me le remettez ailleurs, parce que je veux qu'il passe vraiment. Pas question de le mettre en dernier alinéa et en dernière priorité. Pour nous, c'est une priorité. Dans la circonscription, rien que chez nous, 92 000 électeurs. C'est quand même pas rien, et toutes les familles que ça concerne. Donc, voilà, c'est l'idée un petit peu de la façon dont je conçois le boulot. Donc, je voulais également vous rappeler, par rapport au programme En Marche, les 6 chantiers prioritaires de Emmanuel Macron, puisque nous sommes députés de la Nation, les 6 chantiers sur lesquels nous allons donc travailler. Et sans oublier, après, je vais vous parler de la circonscription et ce que j'imagine faire ici. Donc les 6 chantiers, on a d'abord l'éducation et la culture, qui sont donc la condition de notre cohésion nationale. On a la société du travail, pour laquelle il veut, si vous l'avez bien suivi, libérer les énergies, lever des blocages. Et là, il y a beaucoup de travail à faire, mais il va y arriver. Je suis très confiante. La modernisation de l'économie. Et là, on peut déjà la pressentir avec la nomination du gouvernement. Joli coup politique, remarquable, des talents, ça va vraiment avancer. La modernisation de l'économie, j'en ai parlé. Le renforcement de la sécurité de la nation. Et Emmanuel Macron, si vous l'avez noté, se trouvait d'ailleurs dès hier au Mali, auprès de nos forces armées engagées là-bas. C'est un signe fort. Un signe fort, petite parenthèse, vous avez noté que la ministre de la Défense est une femme, ministre des Armées, pardon, est une femme. Et ce qui fait qu'on a une défense européenne très, très, très féminine. Bravo les filles, il faut continuer comme ça. On a le renouveau démocratique, qui est le 5e chantier prioritaire. Et alors là, je voudrais vous citer, si vous ne l'avez peut-être pas vu passer, un décret, et j'insiste sur le mot décret, qui est passé hier, un décret de l'Élysée, qui limite le nombre de collaborateurs dans les ministères et les secrétariats d'État. Et je voudrais souligner que la méthode est remarquable et innovante. Elle a valeur impérative. Tous les prédécesseurs d'Emmanuel Macron, tous dit qu'ils allaient limiter le nombre de collaborateurs. Et la méthode qu'ils utilisaient, c'était des recommandations, des circulaires. Bon, on voit le résultat que ça a donné, ça n'a jamais marché. Le décret, il n'y a plus le choix. Il n'y a plus le choix, ils seront obligés de le faire. Il n'y a pas moyen d'y déroger. Donc voilà, le renouveau démocratique, il a commencé là, ces jours-ci, tout de suite. Ce n'est pas une parole en l'air, c'est réel. Et le 6e chantier du programme La République En Marche, c'est donc la défense des intérêts de la France dans le monde. Et là, nous sommes directement concernés par les partenariats, les relations que nous avons, pour nous, ce qui nous concerne ici, avec les différents pays de la zone Asie. Et il y a un coup assez intéressant à jouer, probablement, qui est de voir comment on peut développer le partenariat avec la Chine, parce que comme Trump veut se désengager, notamment de la partie Asie, eh bien l'Europe tout entière peut peser très certainement et ne pas laisser la Chine imposer sa façon de faire en Asie. L'Europe a un rôle clé à jouer ici, qu'il faudra défendre. Donc en ce qui me concerne, je peux vous assurer, et j'espère que vous l'avez un petit peu pressenti, que vous pouvez compter sur mon engagement absolument total au service de ces 6 chantiers prioritaires. C'est une vraie révolution qui se met en marche et je l'accompagnerai, je la soutiendrai depuis peu, donc je peux vous dire, je me sens une âme de révolutionnaire et j'espère que vous aussi. Donc pour notre circonscription, la 11e, en ligne avec tout le programme Macron que je viens de décrire, on nous a demandé, et on a réfléchi, je pense que c'est bien d'avoir des idées très claires par rapport à ça, de définir 5 priorités régionales et voir comment on peut travailler dessus.
Geoffroy les a un petit peu cités tout à l'heure. Moi, je les ai classés et je vous les propose ainsi. Et bien évidemment, je tiens à ce que je vous propose là reste un échange. Geoffroy vous a expliqué la façon dont les choses sont générées. Il est très important que vous puissiez revenir vers moi. Pour le moment, le site internet, le blog ne sont pas encore en place. En 8 jours, on a beaucoup de mal à tout mettre en place, ça va venir. En tout cas, une fois député, j'ai bien l'intention d'avoir une plateforme sur laquelle nous pourrons échanger, et ça ne sera pas descendant de moi vers vous, ça sera aussi remontant de vous vers moi. On ne peut pas, à l'ère du numérique, ne pas utiliser ces outils, c'est impossible, ou alors je serais totalement arriéré et dinosaure. J'espère pas. Donc l'éducation, c'est le premier pilier, première priorité, qui est la clé de voûte, avec pour moi deux points différents. Nous parlons beaucoup du réseau des écoles françaises à l'étranger, bien entendu qu'il faut soutenir, sans aucun doute, mais je ne voudrais pas non plus exclure de tout ça un sous-item qui sont l'accès à un réseau français quand ça n'est pas possible, ou économiquement, ou géographiquement. Ça concerne beaucoup de familles, peut-être moins à Singapour, mais il y a des pays où ça la concerne, je pense à la Corée, la Chine, des endroits plus retirés. Et puis un deuxième volet dans l'éducation qui me tient à cœur, qui est le soutien à nos formations d'enseignement supérieur, nos écoles, nos universités, qui essayent de se développer à l'international, qui, du fait de leur taille critique petite, n'arrivent pas à être présentes dans les classements internationaux. Il faut les aider. Il faut également soutenir nos étudiants qui sont balancés en stage. On leur dit partez à l'étranger et qui ne savent pas trop comment faire. Il y a un gros travail à faire. Et là, je suis persuadée que le député peut vraiment aider et être une force de proposition. Moi, je définis un peu le métier de député comme un catalyseur. On n'a pas besoin de faire des lois pour tout. On sera à l'Assemblée, d'ailleurs, Emmanuel Macron l'a dit, il y a une partie loi, mais une partie évaluation du travail gouvernemental. Et je conçois mon rôle comme vraiment un catalyseur, savoir, parce que par la chance du réseau qu'on peut avoir, des gens qu'on rencontre, pouvoir mettre en contact des énergies, des forces, des idées, pour que la création aille beaucoup plus vite. Et ça, j'y crois beaucoup. Le deuxième volet, c'est la protection de nos concitoyens. Et là, le sujet est vaste. Sous ce chapeau, Geoffroy l'a évoqué, le problème de l'accès à la CFE, la facilité d'accès, la transparence de la CFE, la diffusion même de la CFE. Je tiens beaucoup à ce que le handicap fasse partie de ça. Il y a des familles qui se retrouvent ici avec des enfants en situation de handicap. Ce n'était pas forcément prévu au départ. Ça pose beaucoup de questions et de difficultés. On doit pouvoir trouver des idées, des solutions pour les aider. Et nous devons y contribuer. Le problème des bourses scolaires, dont les critères sont compliqués, difficiles, pas forcément clairs, pas forcément adaptés, tout ça dépend des pays. Et puis, le problème également, c'est peut-être moins présent à Singapour, mais le problème de la retraite. Il y a certains de nos concitoyens qui ou prennent leur retraite à l'étranger ou souhaitent rentrer en France prendre leur retraite. Le retour en France pour la retraite n'est pas forcément une chose facile et fluide aujourd'hui. Et puis un dernier point sur cette question de la protection, c'est une question très douloureuse pour beaucoup de nos familles. Quand on a des familles binationales, le conjoint non français, alors qu'on a des familles qui sont mariées ou pacsées depuis des années avec des enfants, ne parviennent plus, quand ils sont hors Union européenne, à obtenir un visa pour simplement rentrer s'établir en France. C'est un véritable obstacle, et là, il y a un gros travail à faire pour essayer de voir comment remédier à cette solution. Des familles franco-japonaises qui m'ont contacté, qui m'ont dit « mais nous, on ne peut plus rentrer en France. On ne peut pas. On est coincé au Japon ou ailleurs. Mon conjoint ne peut pas avoir de visa. » Donc c'est quand même une question très douloureuse. Le troisième chantier sera le soutien à notre diplomatie économique, qui a été lancé par Laurent Fabius, avec beaucoup d'initiatives qui ont été prises. Je sais, comme beaucoup d'entre vous, qu'il y a beaucoup de parts de marché qui sont gagnées par des entreprises françaises sur notre circonscription, à Singapour ou ailleurs. Et ces parts de marché, clairement, elles créent des emplois en France, ou directement ou indirectement. Donc il faut soutenir cette diplomatie économique. J'ai plein d'idées de ce que pourrait faire un député pour ne pas laisser tout ça lettre morte. Vous le verrez apparaître dans mon programme ces jours-ci, plus détaillé sur le site web. J'ai des petites idées. Je ne les livre pas tant que je ne les ai pas écrites pour pas qu'elles soient récupérées par d'autres. Voilà. Mais c'est en train de se mettre en place. J'ai un super comité politique et un comité programme qui travaillent dessus. Geoffroy en a un petit peu parlé tout à l'heure. Par parenthèse, d'ailleurs, il travaille à la fois sur ce que je vais proposer là, mais également, il me prépare la mandature des 5 ans, c'est-à-dire qu'il prépare d'emblée tous les sujets sur lesquels je vais pouvoir intervenir tout de suite, dès l'élection, pour tout de suite trouver ma place à l'Assemblée. On est oublié, on est un petit soldat dans un coin et on lève le doigt pour aller voter. Enfin, on appuie sur un bouton maintenant. Donc ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Je veux être force de proposition et pas un petit soldat qui appuie sur un bouton. Un point que j'ai également placé dans mes priorités. Le premier, qui a été donc le quatrième point, ce serait le quatrième point, c'est le lien entre vous
et nos structures, notre administration, nos élus. Les Français dans le questionnaire de En Marche, les Français de l'étranger, nous ont dit qu'ils se trouvaient mal représentés, qu'ils connaissaient mal leurs élus. Beaucoup de Français ne savaient même pas qu'ils avaient un député. On les excusera pour tout un tas de raisons. L'une étant tout simplement que ça fait que 5 ans qu'on a un député des Français de l'étranger. Il n'y en avait pas avant. Donc bon, on ne peut pas non plus leur en vouloir pour ça. Et le dernier chantier, qui pour moi est super important, c'est l'Europe. On est à l'autre bout du monde, d'accord, mais on est des citoyens européens. On est comme tous les autres en Europe. Alors j'aimerais bien savoir pourquoi sur certains sujets, le traitement n'est pas tout à fait le même entre les citoyens européens et nous. Et je ne sais pas si vous voyez à quoi je fais allusion ici, certains sont concernés, c'est le problème de la taxation CSG-CRDS. Ça concerne peut-être certains d'entre vous. Alors, il ne faut pas en faire l'unique chantier prioritaire. L'Europe apparaît sous bien d'autres sujets chez les Français de l'étranger, mais voilà un sujet sur lequel En Marche a des réflexions, des propositions, avancer sur le sujet. C'est un sujet complexe. Je ne peux pas ici vous faire des promesses qui n'engageraient d'ailleurs que moi et qui seraient simplistes, mais en revanche, je peux vous garantir qu'il y a une réflexion intelligente qui est menée chez En Marche et qui permettra de faire avancer le dossier et de trouver des solutions à ça. Mais l'Europe, c'est aussi la présence de l'Europe. Je ne sais pas si vous saviez, le consulat de France ici, il héberge aussi le consulat de plus petits pays européens qui n'ont pas de représentation ici. Donc on a des partenariats, on a des dynamiques qui s'installent, on a une chambre de commerce européenne, on a un ambassadeur de l'Union européenne ici, il y a des synergies, il y a des marchés comme le marché chinois, sur lequel vouloir lancer nos PME tout seul, c'est un petit peu risqué. Donc il y a des choses à faire avec l'Europe, on ne peut pas travailler tout seul comme député de la nation française. C'est illusoire et c'est sans doute pas l'avenir du tout. Enfin, voilà, j'ai parlé du lien tout à l'heure, pardonnez-moi, j'ai oublié de vous dire également, parce que ça concerne certains, En Marche est également tout à fait favorable au vote électronique pour toutes les élections, qu'on soit bien d'accord. Donc le projet, le plan d'investissement sur le numérique comporte aussi, il y aura une partie consacrée au vote électronique et à trouver des solutions dont la sécurité sera garantie, qui nous permettra à tous de voter de façon électronique aux toutes les prochaines élections consulaires, législatives, présidentielles. Donc ça, c'est vraiment un chantier. Je ne vois pas comment il pourrait ne pas avancer. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Alors, en tout cas, une fois que je vous ai listé donc, ces 6 chantiers d'Emmanuel Macron, je vous ai présenté les 5 priorités régionales pour notre circonscription. Je voudrais vous garantir, et je vous promettre vraiment, j'aime pas le mot promesse, c'est pas un chouette mot parce qu'il y a plein de gens qui ne les ont pas tenus, mais je voudrais vraiment vous assurer, je crois que le mot c'est ça, vous assurer que j'aurai vraiment un engagement total sur tous ces sujets qui vous touchent de près. Quelques personnes m'avaient posé la question sur la façon dont je pense organiser mon travail. Il se trouve que le projet familial que nous avons était, avec mon époux, bien avant mon aventure En Marche, de passer 6 mois en France, 6 mois en Asie, de façon régulière. Pourquoi 6 mois en France? Parce que nous avons des familles qui vieillissent et qui nécessitent assez souvent notre présence. Donc c'était le projet que nous avions. Et puis nos enfants sont dispersés partout et on aime bien quand même de temps en temps réussir à les voir. Donc ça nous permettra, ce projet s'inscrit complètement avec cette fonction de député, puisque l'Assemblée nationale tient session normalement, mais il y a plein d'exceptions, à peu près de octobre à mai, et donc j'y serai présente, je ne serai pas un député absent. Ça, c'est hors de question. Vous avez vu mon intérêt pour les sujets qui vont être abordés. J'ai vraiment envie d'y participer. J'y vais pas du tout pour être ici et reprendre mon boulot, mon activité. Je suis toujours très étonnée depuis que je vois la quantité de travail que ça demande, comment je pense aux députés du département où nous avons notre point d'attache, qui est ophtalmo et qui est présidente du Conseil de l'Ordre des médecins. J'arrive pas à savoir comment elle fait tout ça. Bon, il y a des Wonder Woman, peut-être, je sais pas, mais le boulot de député, c'est un boulot temps plein, qu'on s'entende bien. Hein. C'est pas un boulot à temps partiel. Et d'ailleurs, à la commission, à la formation des femmes, on nous avait bien dit, soyez prêtes à lâcher votre boulot. Donc, les filles qui sont sur Singapour Nana, je suis désolée, mais je pourrais plus vous conseiller. Il va falloir trouver quelqu'un d'autre. Donc, en tout cas, en conclusion, ce que je voudrais souligner, c'est combien cette transformation de la France qui est tant attendue, ce renouvellement des pratiques politiques qui a déjà commencé, et la mise en œuvre rapide, on va le voir, du programme qui est porté par notre président et son gouvernement, nécessite, j'espère que vous l'aurez bien compris, une majorité forte, solide et cohérente à l'Assemblée nationale. Donc qu'on soit clair, aujourd'hui, la France a besoin de vous tous, sans exception. Et c'est dans ce contexte que j'en appelle à vous à Singapour et à tous ceux de la circonscription à vous apporter mon soutien
dès le dimanche 4 juin, donc dans 2 semaines. Et c'est vrai que je suis nouvelle en politique, mais pour les personnes que vous pouvez connaître et qui n'ont pas pu être présents ce soir, et qui pourraient vous poser des questions sur moi, je vous propose de leur dire juste 3 mots qui me définissent. Et je les ai dit tout à l'heure. Écouter, comprendre, convaincre. Et avec ça, ils savent qui je suis. Et avec ça, vous leur demandez de voter pour moi et leur apporter leur soutien dans 2 semaines. Voilà, je vous remercie. Et avant de finir, je voudrais aussi remercier l'équipe des marcheurs, des marcheuses qui ont fait un boulot de dingue. En 48 heures, ils ont monté la soirée. Exceptionnel. Vraiment, bravo, merci à eux. C'est extrêmement émouvant. Quand je suis arrivée tout à l'heure et que j'ai vu tout ça qui était installé, les t-shirts, j'en suis parvenue, c'est émouvant, il faut être solide. L'émotion était là, je suis solide, mais l'émotion était là, je peux vous le garantir. Je voudrais également remercier Chef Julien pour le buffet, qui a fait un super boulot. Et je voudrais remercier aussi Vintage pour les vins, qui nous a fait des super vins, vraiment, qui a été très chouette. Et bien évidemment, le personnel de l'ambassade, mais je tiens à souligner que c'est une circulaire ministérielle qui permet aux consulats et aux ambassades de mettre leurs locaux à disposition des candidats, gracieusement, dans la mesure où ces locaux sont disponibles. Donc je tiens aussi à les remercier de nous avoir permis d'être ici tous ce soir. Je me tiens à votre disposition si vous avez des questions. Je vais passer parmi vous tous. N'hésitez pas. En tout cas, je suis enthousiaste, motivée, vraiment très heureuse d'être là et pour un projet qui est absolument fantastique et impatiente de pouvoir revenir vous raconter dans une réunion comme celle-ci tout ce qui se passe à l'Assemblée et tous les petits secrets. Voilà, à très vite.